Y a-t-il des opportunités d'investissement sur la côte parisienne? On va continuer à regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence avec la sélection. Donc la dernière fois, on s'était arrêté à Virbac. On va prendre Air France KLM, Lagardère, Trigano, ID Logistics, Ruby, Rémi Cointreau, Vica, Pluxee, Univel, c'est plus coté. Société industrielle et financière de l'Artois, c'est une holding, donc on évite. Altarea, c'est une rate, on évite. Alten, Carmila, c'est une rate, on évite. Et Coface, je vous ai préparé la watchlist comme d'habitude. Ici, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom d'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, capitalisation boursière en dollars US, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation, donc valeur entreprise sur EBITDA, ratio cours-bénéfice, ratio conflit cash flow, le ratio cours sur actif tangible. On va regarder ça pour Coface, puisque c'est une financière. Rendement des capitaux investis, c'est une rentabilité plutôt opérationnelle. Le rendement des fonds propres, ça c'est une rentabilité plutôt financière. On va regarder ça pour Coface. Le levier, en termes de dette nette sur EBITDA, rendement du dividende quand il y en a un, free cash flow par rapport au bénéfice net et payout ratio, qui est la proportion de bénéfice net versé en dividende. Alors, première entreprise de la liste, c'est Air France KLM. État au capital, compagnie aérienne. Deux éléments qui font que c'est compliqué. Donc moi, j'investis pas dans les entreprises où il y a l'état au capital. Et les compagnies aériennes, c'est très compliqué vu que c'est un secteur ultra compétitif. À mon avis, il vaut mieux aller sur le très haut de gamme ou sur les low cost, style Ryanair et EasyJet. Parce que à France, le positionnement est compliqué. On est sur du moyen de gamme, donc on va se faire attaquer sur les deux fronts. Bon, alors ce qu'on va voir ici, c'est que les multiples sont pas si mauvais en réalité. Mais le problème, c'est que c'est très très instable Air France. Donc là ils sont plutôt pas mal d'un point de vue multiple. Donc croissance. Donc là, on a un rattrapage post-pandémie, etc. Il y a eu une recapitalisation de mémoire après, donc évidemment, c'est le problème de cette entreprise, c'est que vous êtes constamment dilué. Si vous voulez la garder sur le long terme, c'est impossible de faire des plus-values sur cette entreprise, parce que vous êtes dilué très fréquemment. Donc 3 milliards de market cap, 10% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 3 en BE sur EBITDA, 3 en PE, 3 en price sur cash flow. Pour le coup, c'est value à l'instant T. On est à quasiment 10% de rendement des capitaux investis, ce qui est plutôt pas mal. Le rendement des fonds propres, à mon avis, là, il y a un biais quelque part, il n'est pas aussi élevé. 1,3 fois les EBITDA en dette nette, donc pas beaucoup de dettes, pas de dividendes de verser, un payout ratio à 7,3%, ce qui est bizarre. Donc en fait, sur les 12 derniers mois, ils ont peut-être versé un dividende, mais en tout cas, il n'y en a pas de prévu sur 2025. Il faudrait aller regarder ça de plus près. Donc le problème d'Air France, c'est que là, ça a l'air intéressant, ça a l'air qualitatif, sauf que très régulièrement, vous avez des problèmes sur la société et vous êtes dilué en tant qu'actionnaire. Donc moi, je pense que c'est pas un bon dossier, c'est un dossier plutôt spéculatif, trop compliqué pour quelqu'un qui veut faire de l'investissement un peu plus rigoureux, un peu sérieux. Là, je pense que c'est compliqué. Ensuite, Lagardère. Donc là, on est dans les médias, 3,4 milliards de market cap, 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc forte croissance, 6 en VE sur EBITDA, 14 en PE, 3 en price to free cash flow. C'est value, Lagardère, ça se fait pas du tout cher. 7 en rendement des capitaux investis. Attention qu'il y a beaucoup de dettes. 3,8 fois les EBITDA en dette nette, donc il faut regarder s'il y a des obligations locatives, parce que ça, c'est compté dans de la dette dans les normes IFRS 16. En réalité, c'est de la dépense opérationnelle. Donc, il faut regarder. Si on en était à ce niveau-là, c'est trop compliqué, je pense. C'est 3 fois les EBITDA maximum, l'endettement. Après, ça devient risqué. 3,3% de rendement du dividende. Donc ça, c'est intéressant. Payout ratio à 45% avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc, c'est soutenable. Lagardère, le seul problème, c'est la dette. Si ils résolvent ce problème, je pense que ça peut être intéressant à aller regarder d'un point de vue value. Si vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Trigano, le spécialiste du camping-car, du véhicule récréatif, on va dire. 3,3 milliards de dollars market cap, 9,5 en croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc une bonne croissance. 7 en VE sur EBITDA, 11 en PE, 15 après free cash flow. C'est pas très très cher. On est à 19,5% de rendement des capitaux investis, c'est excellent. Très bonne rentabilité opérationnelle, 0,2 fois les EBITDA en dette nette, quasiment cash net, 2,4% de rendement du dividende, avec un payout ratio à 22,6%. Bon, les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Fréquemment, ils font de la dépense en capital, c'est normal. C'est encore une société de croissance organique, Trigano. Donc, on continue à agrandir l'appareil productif. Bon, moi, je pense que c'est soutenable, ce dividende. Il va continuer à monter. Très belle société. Très beau dossier. Ça mérite une place en watchlist et pour moi, c'est complètement value. Ensuite, on est sur Ruby. Donc là, c'est une société que je détiens en portefeuille. Donc, Ruby, initialement, c'était la distribution de produits pétroliers.
Ils se sont aventurés dans l'énergie renouvelable en Europe avec du photovoltaïque et c'est donc avec Photosol. Eh bien, ça marche pas cette stratégie. Donc, l'activité, vous avez donc les 2 activités, distribution d'énergie traditionnelle et énergie renouvelable. En fait, la distribution d'énergie traditionnelle, ça marche impeccable, pas de souci et l'autre activité, en fait, elle plombe l'entreprise. C'est pour ça que les multiples sont bas. Donc, 3,3 milliards de market cap, 5 de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, comme c'est un distributeur d'énergie, maintenant un peu un producteur, mais quand même toujours un distributeur, il vaut mieux regarder la marge commerciale plutôt que les chiffres d'affaires, hein, puisque surtout en fait, ils subissent la variation des matières premières qui vont ensuite répercuter sur le prix qu'ils vendent aux clients. Bon, donc plutôt volatile la croissance, 7 en VE sur EBITDA, 9 en PE et 8 en price sur free cash flow. Donc c'est value, Ruby, c'est value. À un moment, ça se traitait avec des multiples au double de ça, mais depuis 2020, ça a quand même complètement changé. Alors l'entreprise a été classée un peu non ESG, mais en réalité, ils font la distribution de produits pétroliers, donc ils émettent pas de gaz à effet de serre, etc. Bon, mais en fait, je pense que le marché pénalise surtout l'activité de Photosol qui marche pas. 8% de rendement des capitaux investis, plutôt correct, c'est intensif en capital, puisqu'ils ils ont des navires, etc., pour livrer les produits pétroliers. Photosol, n'en parlons pas, donc ouais, c'est quand même une convenable comme rentabilité. 2 fois l'EBITDA en net, on est à 7,4% de rendement du dividende. Donc là, c'est un engagement de l'entreprise d'avoir un dividende régulièrement en croissance. Bon, c'est de moins en moins le cas. Maintenant, il est à 2% de croissance, ce dividende. On regarde le payout ratio, 82,5%. Bon, les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, mais même, là, on est ras la gorge au niveau du dividende. C'est sûr qu'il ne montera pas beaucoup. Maintenant, il faut s'attendre à 1% de croissance du dividende, quelque chose de symbolique. Maintenant, il est quand même à un niveau tout à fait confortable, tout à fait intéressant. On ne va pas se plaindre avec du 7,4%. Donc, Ruby, pour moi, ça reste intéressant. Je vois, je conserve une petite position, mais je réfléchis quand même à augmenter cette position parce qu'en fait, ça se passe bien, à part l'activité Photosol. Et en plus, en prime, on a, donc depuis 2024, on a Bolloré, Moelis et aussi Saman, qui est un investisseur historique dans le groupe, qui se renforce au capital et qui commence à peser quand même. Donc, à E3, il y a aussi la famille Dassault qui est au capital. Donc, à E4, ils sont quand même à 20% des actions, des droits de vote. Malheureusement, c'est une société en commandite par action, c'est-à-dire que les managers ont beaucoup de pouvoir stratégique avec peu de capital. Les managers, on doit avoir 2 ou 3% des actions. Pourtant, ils ont un énorme poids dans les décisions. Bon, le conseil de surveillance, avec l'élection de Moelis, commence à pencher, voilà, à quand même, à mon avis, avoir du poids pour contester les décisions du management. Et les fondateurs sont en train de prendre leur retraite. Donc, sur Ruby, il y a aussi un petit attrait spéculatif, un petit attrait sur la partie scission et membre de l'activité Photosol. Ça arrivera peut-être un jour. Et même si ça n'arrive pas, pour l'instant, d'un point de vue multiple, dividende, c'est impeccable. Il n'y a pas de problème. Le dividende est un peu élevé par rapport au payout ratio, mais c'est pas très grave. Je pense que même s'ils le baissent à 5%, s'ils arrêtent la croissance du dividende, même s'ils passent à 5% dans du dividende, ça reste tout à fait honnête sur Ruby. Donc moi, j'aime bien ce dossier. Idée logistique, on est sur le fret aérien, 3,3 milliards de market cap, 16% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc forte croissance, 9 en BE sur EBITDA, 61 en PE, 8 en presto free cash flow. Donc il y a un petit problème sur le résultat net. À mon avis, c'est de la dépense non cash. Quand on regarde les free cash flow, ils sont 8 fois plus élevés que les bénéfices nets. Donc pas de souci là-dessus. C'est presque value. Si on se fie au multiple de VE sur EBITDA, c'est un peu au-dessus de ma zone value. Moi, c'est à 7, mon niveau value. C'est un peu au-dessus, mais ça reste peu cher comme boîte. 6% de rendement des capitaux investis. Rentabilité plutôt moyenne. Après, ça va être intensif en capital, cette activité. Donc, je pense que ça reste convenable à ce niveau-là. 2,1 fois les l'EBITDA en dette nette. Attention, il y a un peu de dette. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a de la dette? Il faudrait regarder. Est-ce qu'ils font des acquisitions, surtout, je pense. Il faut regarder ça. Pas de dividende de verser, apparemment. Bon, idée logistique, je pense que c'est intéressant. Cette croissance-là, alors ça doit être de l'organique et de l'externe, mais elle est soutenue par des multiples qui sont plutôt bas. Donc, moi, je pense que c'est pas mal, idée logistique. Allez, Rémi Cointreau, le spécialiste du cognac. Donc, les spiritueux, grande souffrance à cause de la guerre commerciale. Le cognac, encore en plus grande souffrance, puisqu'il y a des droits de douane spécifiques en Chine sur le cognac. Donc, Rémi Cointreau s'est fait massacrer. De mémoire, je crois que le manager a été remplacé. Donc, bon, bas de cycle sur le cognac. Et Rémi Cointreau le subit. On est à 3
milliards de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, malheureusement. 14 en VE sur EBITDA, 24 en PE, pas de free cash flow à signaler. Donc le problème de cette boîte, on est complètement en bas de cycle, le secteur souffre, et la boîte est quand même valorisée 14 en VE sur EBITDA. Hein. C'est cher payé, je trouve. Il n'y a jamais de free cash flow sur Rémi Cointreau également, comme vous regardez. Voilà. Donc, moi, j'ai du mal à trouver que ce dossier est attractif. Vous avez beaucoup de dettes en plus. On est à 3,6 en termes de dette nette sur EBITDA. Un petit dividende qui n'a pas intérêt. En fait, là, il faudrait rembourser la dette. Hein. Elle est trop élevée, cette dette. Donc, Rémi Cointreau, pour moi, le timing est mauvais. Donc, il vaut mieux éviter. Alors, Vicat. J'étais actionnaire de Vicat de 2024, janvier 2024 à, du coup, juin, donc peut-être juillet plutôt, 2025. Bonne performance au Vicat. Moi, je l'ai attrapé avec une décote sur actifs tangibles. Donc la thèse d'investissement, c'était que en fait, c'était un bas de cycle simplement et que l'entreprise avait beaucoup souffert, mais avec la capacité de rebondir. Et ça a bien marché pour moi. À l'heure actuelle, on est sur 3 milliards de dollars de market cap, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Attention, c'est cyclique. 6 en VE sur EBITDA, donc ça reste pas cher. Hein. 9,3 en price earning. Les free cash flow, ils sont positifs hein, sur Vicat. Alors on les a pas ici, dommage, mais et on est plutôt sur une boîte qui est génératrice de free cash flow plutôt que consommatrice de cash flow, puisque en fait, la croissance organique est plutôt faible, sauf dans certaines zones comme la zone Méditerranée et l'Inde, peut-être un peu aux États-Unis, mais dans les autres zones, on fait plutôt de la croissance par acquisition. Donc, ouais, c'est pas hyper cher payé. Donc, on n'a pas les prix sur actifs tangibles, mais moi, je l'ai eu avec une décote de 20%. Maintenant, ça a doublé, donc il n'y a plus de décote. 6% vraiment des capitaux investis, c'est ultra lourd en capital, les cimenteries, donc c'est un niveau qui est tout à fait correct. Et on n'est pas cash net sur Vicat de mémoire. Donc ici, on n'a pas la donnée, mais ils se sont engagés à baisser le levier financier à une fois les l'EBITDA, horizon 2027. Et ils sont bien orientés. Donc la dette est en train de baisser, ce qui diminue le risque du dossier. C'est pas mal. 3,5% de rendement du dividende, c'est tout à fait confortable. Et de mémoire, c'était soutenable. Hein. On était sur un payout ratio qui était inférieur à 50% même. Donc Vicat, pour moi, ça reste pas mal à ce niveau. Maintenant, moi, j'ai pris mes bénéfices. Les cimentiers, ils sont pas ultra valorisés. Hein. Quand vous regardez les concurrents, quand vous regardez du Heidelberg, quand vous regardez du Titan Cement International. Alors, il y a Holcim, lui, il est plus chèrement valorisé parce qu'ils sont plus diversifiés. En réalité, qu'il ne faut pas que du ciment et du béton et des granulats. Donc, un peu plus diversifié que Vicat, qui fait aussi d'ailleurs ce même mouvement de diversification avec, alors, Ceramix, je crois, je pense, la joint venture qu'ils font avec les Belges pour la chimie du bâtiment. Peut-être que ça redressera les multiples. Bon, voilà. Vicat, c'est aussi le problème des cimenteries, c'est que c'est ultra pas ESG, donc du coup, les multiples, donc ils doivent acheter des crédits carbone et compagnie. Donc les multiples sont un peu massacrés sur les cimenteries. Ça peut aller à 8 fois la VE sur EBITDA sans problème, hein, je pense par contre. Voilà, donc toujours intéressant. Moi, je pense que le gros du potentiel a été fait hein, sur Vicat. Allez, Pluxee. Donc, Pluxee, c'est un marché que j'aime pas. C'est les tickets de rationnement, en fait, tickets restaurant. Donc, évidemment, ce business model, ce modèle d'affaires est très confortable, puisqu'on vous donne de l'argent, vous le placez, et puis vous devez le rendre de manière rationnée aux salariés. Donc, entre-temps, vous faites des gains de placement financier, donc c'est pas mal, hein. Il n'y a quasiment rien à faire. Un peu d'IT, un peu d'employés, voilà. Alors, 3 milliards de dollars de market cap, c'est pas coté depuis 5 ans, donc c'est un spin-off de Sodexo. Donc, il n'y a pas assez d'historique, mais il y a la croissance quand même. 4 fois la BE sur EBITDA, 17 en PE, 10 en price to free cash flow. C'est pas cher, hein. C'est pas du tout cher, c'est value hein, comme dossier. 17 en rendement des capitaux investis, bah ouais, en fait, la rentabilité, elle est énorme puisque vous n'avez pas besoin de capital, on vous donne de l'argent, vous avez besoin d'un peu d'IT, un peu d'humain et c'est tout. Donc, bonne rentabilité, rendement des fonds propres énorme, cash net évidemment. En fait, la dette pourrait monter s'ils faisaient des acquisitions, mais ça ne semble pas être le cas. 2% de rendement du dividende, il pourrait être plus généreux. D'ailleurs, les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc il pourrait monter à 3% hein, sans problème sur Pluxee. Donc, d'un point de vue quantitatif, il n'y a pas de problème, hein, c'est intéressant. D'un point de vue qualitatif, moi je trouve ces business compliqués avec la régulation qui peut changer du jour au lendemain, donc méfiant. Ensuite, Alten, entreprise de services numériques. Eux, ils font plutôt de la R&D externalisée, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément orientés informatique, ils sont aussi orientés ingénierie. En fait, c'est bureau d'études externalisé un peu, hein, Alten. Donc on a 2,8 milliards de market cap, 10% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc bonne croissance quand même. 6 en VE sur EBITDA, 15 en PE, 7 en price to free cash flow. Ce sont les plus basses valorisations depuis toujours pour Alten. Elle est au plus bas absolu en fait. En termes de valorisation, pas en termes de cours. Hein. Quoique, il faudrait regarder. 10,4 en rendement des capitaux investis,
très rentable. Après, on n'a pas besoin de beaucoup de capital, hein, c'est surtout de l'humain. 0,2 fois le EBITDA net, donc on est quasiment cash net. Ils pourraient d'ailleurs faire des acquisitions, vu qu'il y a des boîtes qui sont décotées en ce moment. On est à 2,2% de rendement du dividende. C'est rare hein, d'avoir ce niveau de dividende sur du Alten. 28% de payout ratio, bon, c'est très soutenable. Il va pouvoir quand même monter le dividende sans problème. Alten, j'aime bien. J'aime bien. C'est pas cher du tout. La croissance reviendra bien à un moment donné, hein, parce qu'on est sur quand même une boîte qui surfe sur la tendance aussi de électrification, intelligence artificielle, digitalisation, etc. Ça, ils font, donc il n'y a pas de raison. Donc je pense que ça peut être intéressant du Alten à ce niveau. Coface, on est sur l'assurance export. Bon, les assurances compliquées hein, pour moi, mais on est sur 2,7 milliards de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Alors, il faut regarder le type de price earning pour les assurances. On est en dessous de 10. Donc ça c'est ce qu'on veut. Parce que les financières, c'est risqué. Donc, on veut une décote sur les ratios coût-bénéfice. Donc là, on l'a. 1,2 fois les prix, le cours sur actif tangible. Donc, il n'y a pas de décote sur actif tangible. Et c'est ce qu'on veut pour une assurance parce que c'est compliqué de lire le bilan d'une assurance, sauf si vous êtes un actuaire. Donc, c'est compliqué de comprendre les risques, en fait. Donc, nous, on prend le bilan et on met une décote. Comme ça, on a un peu plus de sécurité. Comme ça, s'ils nous ont un peu menti sur la qualité des actifs tangibles, bon, on a une large sécurité. Après, s'ils nous ont beaucoup menti, là, par contre, compliqué. Ensuite, vraiment les fonds propres, 12%, c'est un peu faible hein, quand même pour une financière. Bon, la dette, très élevée, mais ça, c'est normal pour les financières. 8,9% de rendement du dividende, c'est colossal. C'est un payout ratio de 86%. Donc, c'est élevé quand même, hein, comme payout ratio. Ils versent tous leurs bénéfices quasiment en dividendes. Mais c'est le modèle hein, pour les assurances. En fait, il n'y a pas besoin de réinvestir outre mesure. Donc là, ouais, ça me paraît normal d'avoir ce niveau de rendement des dividendes qui est quand même copieux. Il faut le souligner. Bon, alors qu'est-ce qu'on garde dans cette liste? Si on a un investisseur value, moi je pense qu'on peut faire du Trigano, on peut faire du Ruby, on peut faire du Vika, on peut faire du Alten. Donc ça vous donne quand même du choix. Si on fait de la croissance, je pense qu'on peut aller sur du ID Logistics. Et c'est pas mal, je pense. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.